le campus que vous êtes aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 23% des bonnes résolutions 2023 qui sont sur la thématique de l'apprentissage, de la montée en compétences, de toujours continuer à apprendre. Ici, c'est ce qu'on fait chez Maria. On s'appelle Maria parce qu'on est très inspiré par la philosophie Montessori, peut-être que vous connaissez. Et on pratique la pédagogie Montessori aux adultes sur les compétences qu'on doit, et ce qui nous semble essentiel aujourd'hui dans les entreprises numériques et responsables. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on apprend les nouvelles méthodes de management, le no-code, l'agilité, on apprend à travailler avec de la data. Et on est hyper heureux d'accueillir ce matin Geneviève, Iman et Virgile. Virgile qui est un prof chez nous, donc on a l'habitude de le voir ici. Et Geneviève et Iman avec qui on est très heureuse de collaborer pour accueillir et animer des événements. Donc les événements qui se passent ici, c'est des événements dans lesquels on parle vrai, dans lesquels on pose des questions, dans lesquels on se dit qu'on va passer 1 heure et que c'est pour soi et que donc on peut maximiser la raison pour laquelle on est là. Votre temps est précieux, c'est 1 heure de votre vie, 1 heure et demie peut-être, que vous allez passer ici. L'idée c'est d'en faire quelque chose et que vous repartiez avec des vrais apprentissages, des vrais learnings, des vraies nouvelles idées. Donc je vous souhaite une excellente conférence et je te donne la parole. Merci beaucoup Agnès. Je me demande, voilà, il marche le micro là, tout d'un coup, voilà. C'est magique. Donc moi je suis Geneviève Petit, je dirige Petit Web, qui est une petite entreprise qui a 12 ans, qui fait de l'information sur le marketing digital tous les lundis et des événements comme cela, c'est comme ça qu'on vit. Et je vais très vite passer la parole à Virgile et Iman. Iman, vous la connaissez parce qu'elle est comme moi une espèce de arrière-grand-mère du digital. Elle dirige Aravati depuis la nuit des temps. Mais ceci dit, elle dirige Aravati, mais qui a été Team Inside Group et maintenant qui est Human Skills. Donc ça bouge tout le temps aussi de ce côté-là. Et puis Virgile, c'est beaucoup plus nouveau. En fait, Figures, ça existe depuis 2 ans. Et déjà, tu vas nous expliquer, maintenant vous avez vos 2 micros, non, je te passe le micro, Iman, et tu vas nous expliquer que fait Figures. Oui, bien sûr. Donc, enchanté, je suis Virgile Injar, je suis le cofondateur de Figures. Donc, ce qu'on fait chez Figures, pour la petite histoire, j'ai créé Figures il y a à peine plus de 2 ans. Donc moi, j'ai une carrière dans les RH avant de créer Figures. J'ai fait un peu plus d'une dizaine d'années dans les ressources humaines. Et j'ai décidé de créer Figures il y a 2 ans parce que à l'époque, après avoir fait des RH dans les grands groupes, puis 3 ans chez Criteo, puis 2 ans dans des RH de start-up, il me manquait quelque chose d'essentiel, c'est des données de marché sur le salaire des startups, ce qui n'existait pas à l'époque. Il n'y avait personne qui avait des données sur qu'est-ce qui se passe dans les salaires dans les startups. Donc j'ai décidé de créer Figures, puis j'ai été rejoint par mon cofondateur Bastien. Et 2 ans plus tard, pour aller vite, en fait, on est une plateforme qui permet aux entreprises d'accéder au salaire du marché de la tech. Au début, c'était en France, maintenant c'est un peu plus large, c'est en Europe. Au début, c'était que les startups et scale-up, mais maintenant, on commence à avoir de plus en plus de clients un peu plus traditionnels, ou en tout cas des filiales tech et digital, les clients plus traditionnels qui sont soucieux de se renseigner sur les salaires sur le marché des startups. Et on va revenir dessus, on va pas mal en parler des salaires, mais qui donc nous rejoignent. On a pas mal de clients dans la pièce, c'est assez intéressant, parce qu'on a des clients qui sont venus nous voir, que ce soit du monde des startups, je vois des Welcome to the Jungle, comme certains de nos clients historiques, plus grands comptes, comme je crois Decathlon qui est passé là, ou plus récemment Mythique, Leroy Merlin, SNCF. Donc on mélange tout ce monde-là, tout le monde nous partage leurs données de salaire et on permet aux entreprises clientes d'accéder au salaire du marché et en même temps on analyse un peu leur positionnement marché pour leur dire qui dans leur entreprise est payé au salaire du marché, qui est peut-être un peu sous-payé, qui est peut-être un peu surpayé, ce qui n'est pas assez essentiel. Dans cette période actuelle, on va en reparler, la fin de la démesure des salaires, mais aussi très thématique, puisque je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont en pleine revue de salaire. Et donc, c'est des questions complètement d'actualité. Je passe la main à Iman. Oui, en plus, Virgile, moi j'ai bien aimé comment tu présentes Figures. Quand j'ai découvert Virgile, j'ai vu un post sur Figures, etc. Et il disait, c'est l'outil dont je rêvais quand j'étais DRH. C'est l'outil que je rêvais d'avoir. Donc je me suis dit que j'allais le créer. Et moi, ça m'a tout de suite parlé parce que nos clients, tout le temps, nous disent, mais c'est quoi les salaires sur ce métier? Ah. Merci. Ouais. Il ne faut pas qu'il dévie. D'accord. C'est quoi les salaires sur ce métier? Mais c'est quoi? Mais ce que vous nous donnez comme fourchette, c'est quand même très haut. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça la réalité, etc. Et quand j'ai lu le post de Virgile, je me suis dit, ben voilà, il manquait ça. Nous, on fait une étude. Je bouge pas, hein. Si. Nous, on fait une étude tous les ans sur les salaires. Vous la connaissez?
Ouais, sinon, c'est avec moi. Moi, je crois qu'il... Il n'a peut-être pas de batterie. Voilà, c'est bien. Ouais. Et donc, on fait cette étude sur les salaires, mais dans cette étude, il n'y a que des candidats en mobilité, qui ont envie de bouger, qui sont ouverts à de nouvelles opportunités, qui sont plutôt ceux qui tirent les salaires vers le haut. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est aussi d'avoir un regard sur les salaires des gens en place, au milieu des entreprises, et les salaires de manière exhaustive, sur toute l'entreprise, sur cette position-là, c'est quoi, dans le reste de et dans les concurrents, et dans le conseil, etc. Et donc ça, Virgile l'apporte, et ça a été extrêmement intéressant dans l'étude. Virgile, comment s'est fait alors votre base ? Avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de talent déjà. Comment c'est fait en fait, Bien sûr. Évidemment. Donc en fait, comment ça marche, c'est assez simple. On se connecte, contrairement aux acteurs un peu plus traditionnels, ce qu'on a voulu changer aussi, c'est au maximum de se connecter au système RH de nos clients, qui donc nous partagent leurs données de salaire. Donc, tous les clients qui viennent et qui rejoignent Figure partagent leurs données de salaire. Au maximum, on essaie de se connecter au système RH. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir des données qui se mettent à jour très régulièrement. Et en fait, dans la période actuelle, ça devient encore plus d'actualité, parce que beaucoup ici, je pense que vous êtes venus pour parler de qu'est-ce qui se passe au niveau des salaires. Si on a des salaires comme les acteurs traditionnels qui ont été collectés il y a 1 an, est-ce que c'est vraiment un reflet du marché ? Donc nous, on a essayé de construire cette plateforme avec le postulat de base de « il nous faut des données à jour ». Et donc, au maximum, on se connecte au système RH de nos clients pour rapatrier les informations de salaire qu'on agrège, et on permet à tout le monde d'accéder à ces salaires agrégés du marché. Mais avec quelle sécurité, avec quelle permission ? Je suis sidérée que ça puisse se faire en fait. Ouais, non, si, c'est complètement, bon, déjà sécurisé et compliant, donc en ligne avec les règles RGPD, etc. Avec des degrés d'anonymisation qui sont complètement adaptés au choix de l'entreprise. Et donc c'est complètement légal. Heureusement. Nous, on est en train de se plugger. Le groupe est en train d'entrer ces datas dans... puisque je vous parlais de Aravati et de Human Skills, mais on est en train de rentrer les datas salaires de Human Skills dans Figures pour pouvoir nous aussi regarder comment ça se passe pour nos propres équipes. Donc, Aravati, je l'ai créé en 2004, vous le connaissez. Mais non, c'est toujours... Donc c'est ta manière de te dire. Ouais. Mais ta voix porte. Je vais parler fort, comme on enregistre. Donc, Human Skills, aujourd'hui, c'était anciennement le groupe Team Inside, ou Team Inside Group. Donc, c'est le regroupement de 6 ou 7 marques différentes qui toutes officient dans le monde de la transformation RH, des ressources humaines digitales. En gros, la construction de ce groupe, ça a été de se dire, quelle que soit votre problématique RH digitale aujourd'hui, vous, dirigeants d'entreprise, des RH, etc., Aravati est capable de vous aider, enfin Aravati ou Human Skills est capable de vous aider, quel que soit le mode d'intervention que vous souhaitez avoir pour le collaborateur ou le consultant. Donc, on a par exemple des marques comme Monsieur Guise ou Elevate Agency, qui sont des marques qui sont capables de vous présenter un expert ou de la data ou du product design ou du product management en mission chez vous sous forme de consulting pendant quelques semaines, quelques mois, le temps peut-être de trouver votre consultant en CDI ou le temps d'arriver sur un projet qui n'était pas prévu, voilà. Donc on a 2 marques en recrutement, donc La Relève et Aravati. Là, vous cherchez à créer un poste, La Relève sur des postes de les jeunes profils pénuriques du digital, tech, digital, marketing, etc. Ou Aravati pour des postes plutôt middle et top management dans le digital, en chasse. Donc là, on crée un poste, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à sourcer, à identifier le bon profil et nous le présenter et nous aider à le recruter. Et puis on a Team Inside, la marque historique, qui est une marque beaucoup plus large et généraliste dans le digital, et là qui est capable de vous identifier de manière extrêmement rapide un chef de projet, un social media manager, un responsable CRM, etc., en mission dans vos équipes pendant un temps donné. On a ajouté à ça 2 nouvelles offres qui sont portées par Aravati, le management de transition, donc incarné par Marion qui se retrouve là. On a intégré l'upskilling,
Donc l'upskilling, c'est vraiment, on en parlera un peu plus tard, mais aider vos collaborateurs actuels à monter en compétences pour occuper des postes qu'on n'arrivera pas à pouvoir de l'extérieur à cause de justement cette pénurie et ces problèmes de salaire et de grilles de rémunération interne qui de temps en temps nous bloquent en fin de process. Donc voilà. Donc ça c'est le groupe, et le groupe aujourd'hui ça représente à peu près 500 personnes sur tous ces différents métiers, mais exclusivement des métiers du digital, marketing, communication, product, data, etc. Voilà à peu près pour la présentation du groupe et pour vous dire d'où on parle et avec quelles données. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que les salaires ont atteint leur top ou pas? Donc l'un et l'autre, oui ou non? Alors, je ne sais pas si les salaires ont atteint leur top. En revanche, on peut déjà faire un petit zoom sur la pénurie qu'on ressent, que vous ressentez aujourd'hui, la difficulté à trouver des talents pour vous rejoindre, des talents pour constituer vos équipes. Donc, on a mis quelques chiffres et c'est assez éloquent. Donc oui, il y a une pénurie sur les métiers du digital, pas que sur les métiers du digital, sur un certain nombre d'autres métiers. Et oui, les chefs d'entreprise, les dirigeants, les DRH disent qu'ils ont beaucoup de mal à recruter. Alors, on a quelques indices, donc 300 000 postes vacants, ça veut dire quelque chose. 79% des entreprises qui disent qu'elles ont du mal à recruter. On a 84% des entreprises qui disent que sur le recrutement des cadres, elles galèrent. Et on a, en mars 2021, c'était que 58%. Donc sur la même question, en un an, on est passé de 58% des boîtes qui ont du mal à recruter des cadres à 84% en 2022. Donc oui, il y a une pénurie. Tu as une question? Oui, les chiffres, ils datent de quand? Alors, ils sont indiqués, l'étude de l'APEC de 2022, Forbes 2022, tout ça, c'est des chiffres de l'année dernière. C'est début d'année ou fin d'année? Fin d'année. Non, mais fin d'année. Tous ces chiffres-là, nous, on a travaillé sur l'étude en octobre, donc c'était avant l'été. Les chiffres qui sont sortis avant l'été. Si on continue, merci Olivier. On sait aussi qu'il y a un très fort souhait de mobilité côté candidats. Ils sont tous ouverts. C'est très facile. Ça, c'est merci le télétravail et merci le confinement et le Covid. Aujourd'hui, nous, en tant que cabinet de chasse, il y a une chose qu'on voit, c'est vous appelez un candidat, c'est beaucoup plus facile de lui parler, il est beaucoup plus disponible pour échanger, et donc l'ouverture au marché est beaucoup plus simple. C'est simple, on est chez soi, on n'est pas au milieu de l'open space, on peut répondre oui à un chasseur quand il vous appelle, ce qui était beaucoup moins facile avant. Donc il y a eu une fluidité du marché qui, au-delà, il y a la pénurie et puis il y a aussi le côté pratique. C'est beaucoup plus facile d'échanger avec des candidats, donc c'est plus facile pour les candidats d'échanger avec des chasseurs. Donc ça crée vraiment une ouverture encore plus forte. Et donc, en fait, vous les appelez quel jour pour qu'ils vous répondent? Nous, on travaille du lundi au vendredi. On les appelle tous les jours, tout le temps. Mais avant, ils étaient dans leur bureau, donc ils ne répondaient pas, ou ils ne pouvaient pas parler. Maintenant, ils sont chez eux, donc ils sont c'est beaucoup plus facile pour eux d'échanger avec un chasseur. Et ça protège moins, entre guillemets, l'entreprise de cette démarche un peu proactive que nous, on va avoir. Voilà. Donc ça crée quand même un dynamisme sur le marché côté candidat, une fluidité que nous, chasseurs, on souhaitait depuis longtemps. Et juste une question, Iman, c'est intéressant. Nous, un de nos partenaires, OTA, qui est plus une plateforme pas très présente en France, mais plus en Angleterre et dans quelques autres pays, ils ont dit récemment qu'ils voyaient un nombre d'applications quasiment diminuer, quasiment de moitié, parce que beaucoup de potentiels candidats et candidates ont peur. Alors, ils bossent beaucoup dans le milieu des startups, et je vais revenir dessus juste après un peu sur ce qui se passe, mais ont peur de changer d'entreprise et se retrouver dans une entreprise et d'être les premiers à avoir une cible sur le dos. Si l'entreprise va mal et décide de dégraisser, dernier arrivé, premier parti. Et donc, ça vient, on a eu le confinement, quiet quitting, la recherche de sens, on poussait les gens à aller chercher plus de flexibilité, je pense qu'il y a pas mal joué là-dedans. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on voit un retour de bâton de attention, peut-être, où va le marché? Finalement, mon job, c'est peut-être pas si mal de passer l'hiver au chaud et de décider de bouger. Il y a ça. Ça, c'est, là, je nous parle de l'année dernière, avant septembre, enfin, donc avant l'été. On est d'accord qu'on était vraiment sur un contexte hyper... Personne ne s'inquiétait de rien. C'est-à-dire
Ouais, ça me plaît plus ce que je fais, évoluer dans cette boîte-là ne m'intéresse plus, je suis ouvert au marché, je regarde tout et je ne me mets aucun frein sur le type d'entreprise que je vais vouloir rejoindre. Je veux quelque chose qui m'intéresse, dans une équipe qui va bien, avec du sens, avec une vision, etc. Donc ça, c'était jusqu'à l'été, voilà. Et puis il y a eu cet été, il y a eu un certain nombre d'annonces cet été, dont Virgile va nous parler aussi, parce que c'est vraiment dans le monde de la tech au sens large et au niveau international. Il y a eu un petit serrage de vis, les fonds d'investissement se sont calmés, et avec la montée de l'inflation, et là on a vu un virage, et là maintenant les gens se disent ouais, si je bouge, faut que je fasse attention à là où je vais aller. Donc oui, j'ai toujours envie de bouger, mais je vais me poser beaucoup plus de questions sur la pertinence du choix que je vais faire, et où j'ai envie d'aller, et je vais me calmer un peu sur peut-être mes prétentions, et voilà. Donc c'est là où on va commencer à vous parler de la fin de la mesure pour nous, c'est là où on a vu un virage. Donc c'est la revanche des dinosaures, du comité d'entreprise, de la cantine et des bons cadeaux. On peut dire ça si tu veux, Geneviève. Oui, on peut dire qu'on revient à des fondamentaux et on a envie de choses un peu plus structurées avec une projection sur du plus long terme. Ouais, c'est une super transition parce que ce que tu dis, Geneviève, parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un petit zoom sur le monde que, en tout cas moi je connais le plus, qui est le monde des startups et des scale-up, qui ont beaucoup contribué à cette démesure dans les salaires. Et pourquoi? Ça peut paraître évident. On dit ok, il y a des startups qui arrivent, ça contribue à la pénurie parce qu'ils embauchent principalement des profils tech. C'est déjà un endroit pénurique, donc ça contribue à accentuer cet effet pénurique, mais il y a plus de dynamique que ça que la plupart des gens ne réalisent pas. Déjà, il faut revenir aux fondamentaux de ce qu'est une startup en fait. Une entreprise qui a un but de disruption, de casser un marché et de le faire très vite. Et de le faire très vite, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est d'aller prendre un marché le plus vite possible. Et en fait, les investisseurs, on parle souvent de fusées, on met souvent d'ailleurs des emojis fusées partout dans le monde de la Startup Nation, vous l'avez vu, c'est pas anodin quand même. C'est parce qu'en fait, les investisseurs mettent des sous dans une startup et veulent que soit la startup décolle le plus vite possible, soit elle meurt. Parce qu'en fait, les fonds d'investissement n'ont aucun intérêt à rester au conseil d'administration de startup qui vivotent avec un petit chiffre d'affaires pendant des années. Elles veulent prendre une énorme trajectoire et soit elle explose en plein vol, soit elle finit dans l'espace et c'est une super belle boîte qui fait des centaines de millions de chiffres d'affaires, etc. Et ça déjà, pas mal de gens ont oublié cette notion de fusée. La startup ces dernières années, tout le monde pensait être dans la fusée 2022. La fusée SpaceX d'Elon Musk où tout va bien, on décolle, on se repose tranquillement, c'est super safe. Et donc tout le monde est arrivé dans les startups en disant entreprise en croissance, super job, super avantages, aucun risque. Un peu le retour à la réalité de résider en fait. Les startups, c'est plutôt des fusées des années 50. Il y en avait une sur deux qui explosait en plein vol. Donc les gens commencent à réaliser ça. Mais c'est quoi l'impact sur les salaires? L'impact sur les salaires, c'est que ces entreprises-là sont en écrasante majorité des entreprises déficitaires. Donc elles perdent des sous tous les mois. Et donc l'objectif de croissance veut dire que leur objectif numéro 1, c'est de recruter. Parce que les entreprises tech, c'est pas d'aller acheter des machines, c'est pas d'aller acheter des sites industriels, c'est de recruter des talents tech. Et quand ces entreprises-là, qui perdent des millions, des dizaines de millions par mois, pour certaines, ont le choix entre j'ai mon plan de recrutement à atteindre, j'ai un candidat à qui normalement je devrais ouvrir 70 000 euros, me demande 80, ma priorité c'est pas la rentabilité, ma priorité c'est pas d'avoir quelque chose de financièrement sain, ma priorité c'est de recruter à tout prix. Donc qu'est-ce qui se passe sur ces dernières années? Le candidat qu'on devait recruter à 70 000, qui nous demande 80, on le prend à 80, on réglera le problème plus tard. Puis en fait, comme on peut relever des fonds demain, on relèvera des fonds et on repayera ces candidats à 90 quand ils voudraient recommander. Et donc ça, c'est un peu ces deux mesures parce qu'en fait, au lieu de perdre 10 millions, si on perd 11 millions par mois, est-ce que ça fait une différence? Plus ou moins 10%, pas grand-chose, on relèvera des fonds quand on en aura besoin. Sauf que c'est pas la même deal quand à côté, les entreprises un peu traditionnelles, rentables, pour elles, 10%, elles perdent 10% de marge parce qu'on augmente les salaires, quand la marge elle est de 5, c'est bien plus compliqué. Donc il y avait un marché complètement inégalitaire avec des startups qui recrutaient à tour de bras, parce qu'en fait l'explosion du financement dans les startups ces dernières années a été énorme. La BPI, donc la branche armée de financement du gouvernement, c'est le plus gros investisseur en Europe, donc en France. Énormément de fonds qui vont dans ces startups, des levées de fonds records, énormément de pression sur les salaires. Ça c'est le monde de ces deux dernières années. Ça arrive à la fin, pourquoi? Parce que resserrement du marché tech, les grandes entreprises tech qui en plus pendant le confinement ont explosé, se mettent à tous annoncer des plans de licenciement. Et les startups à leur tour, c'est la même chose. Elles se retrouvent à commencer à se dire aïe, c'est plus le même monde, donc ça va être compliqué, il faut qu'on tienne un peu on passe un peu l'hiver. Et toutes, parce que même des entreprises il y a eu des levées de fonds records en début d'année, pour ceux qui avaient un peu suivi, des levées de fonds à 200, 250, 300 millions, des fleurons de la French Tech, qui ont un peu levé en théorie, ils ont plein de sous. Mais qu'est-ce qui se passe en fait?
elles ont levé plein de sous sur des valorisations d'entreprises complètement démesurées. Elles ont levé des sous sur des valorisations qui disent qu'elles valent 4, 5, 6 milliards. Sauf que maintenant, elles sont censées valoir 4, 5, 6 milliards, sauf que les entreprises cotées en bourse qui valent 5 milliards, elles font 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ces entreprises-là, elles font 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, à une époque où elles pouvaient relever des fonds tous les ans, parce que tout le monde s'en moquait en fait du chiffre d'affaires, c'est la croissance à tout prix, le capital illimité, etc. Il y avait du cash à Du cash partout. quoi faire. Voilà, exactement. Bah maintenant, elles se disent, aïe, au lieu de devoir tenir 1 an ou 2 ans à ce que je viens de lever, peut-être que je vais devenir 3, 4, je vais devoir tenir 3, 4, 5 ans, donc il faut que je réduise la voilure. Donc c'est-à-dire que énormément de boîtes, donc certaines que vous avez entendu parler, par exemple, je pense, une belle boîte en plus qui est en croissance, qui marche très bien, back market, annonce une réduction des effectifs. C'est une boîte qui a levé 250 ou 300 millions en début d'année. Pourquoi ils le font? Parce que, en fait, ils se disent, au lieu de tenir 1 ou 2 ans avant de relever des fonds, là, on reste peut-être dans une période d'hiver, donc il va peut-être falloir que je tienne 3-4 ans, il faut que je réduise la voilure. Et donc, c'est un peu la fin de la démesure, c'est un peu la fin de la pression sur le recrutement, parce que on recrute moins, on fait potentiellement faire partir des gens, et donc, pression qui diminue sur le marché. Nous, on a vu vraiment un shift cet été. Parce qu'avant l'été, on a une activité de délégation de recruteurs chez les clients. Donc, en gros, quand vous avez un gros volume de recrutement à faire, eh ben, on vous envoie un recruteur, un consultant en Ravati, qui va gérer pour vous les recrutements, constituer vos viviers, etc. Et ça, on recrutait des recruteurs depuis, ça fait 1 an et demi, ça fait 2 ans qu'on a lancé cette activité. Et donc, avant l'été, tous les recruteurs étaient en mission dans des startups, à des TJ de malades, et avec un confort de travail qu'on ne savait pas leur proposer, nous, sur des missions plus traditionnelles, dans des entreprises plus traditionnelles. Et donc, ils nous répondaient à peine, ou voilà, il y avait, je crois, il y a eu une multiplication par 7 du nombre d'offres d'emploi de recruteurs pour les métiers du digital. Et donc, clairement, c'était extrêmement difficile de parler à des candidats avant l'été. Au retour des congés, donc début fin août et début septembre, là on a eu des recruteurs qui sont venus à nous disant la mission s'est terminée là dans la start-up un peu brutalement, ils gèlent les recrutements, ils stoppent tout, ils arrêtent tout, donc est-ce que vous avez des missions à me proposer, etc. Et on en a eu beaucoup de retours à partir du mois de septembre. Et ça c'est un vrai indicateur de marché, parce que clairement ils étaient tous extrêmement sollicités et du jour au lendemain pratiquement ça a changé. Donc ça a changé et là on a à nouveau un rythme beaucoup plus normal, des échanges beaucoup plus normaux avec cette population. Donc c'est un indicateur important à avoir en tête. Et 2, on avait des startups qui faisaient des propositions de salaire supérieures à ce que demandait le candidat pour sécuriser le recrutement. On a eu ça beaucoup en 2020, en 2021, enfin fin 2020, 2021, tout le premier semestre 2022. Et à partir de la rentrée de septembre, ça s'est aussi canalisé. C'est-à-dire que non, on reste dans les fourchettes prévues, on reste dans les cases imaginées, on ne peut pas monter, là on va bloquer, non, on n'ira pas plus loin avec ce candidat, etc. Donc il y a eu un vrai retournement qu'on a ressenti très fort en septembre. Ok, donc on pourrait dire que c'est la fin de la démesure, et pourtant, non. Non, j'ai juste une question. Est-ce que vous voyez des... Ah oui, alors Valérie Brasse, je suis de chez Sanofi. Est-ce que vous voyez des différences quand même dans les profils? Est-ce qu'il y a des profils qui sont quand même toujours plus recherchés que d'autres? Ouais, la fin de la démesure sur les salaires, oui. La fin de la pénurie, non. Donc la grande différence, elle est là. C'est-à-dire que les profils restent pénuriques. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de postes à pourvoir que de candidats disponibles sur le marché. Donc il faut être proactif, il faut y aller, etc. On a une pénurie de profils. Pas sur tous les profils, heureusement. Et ça va. On voit quand même des mouvements historiques qui bougent et qui shiftent. On va en parler. Mais il y a quand même toujours une pénurie. Iman, il faut que tu mettes ton micro contre ton menton. J'ai un trop petit menton. J'ai un trop petit menton, non, tu vois. Bon, on va reprendre. Donc, ça, c'était quelques chiffres sur le shift qui a eu lieu en 2022. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, ce qu'on disait, c'est qu'on va revenir dessus un peu en métier par métier. Même avec un gros menton, il y a quand même des problèmes. On va revenir un peu sur les tendances métier par métier par la suite, mais ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a plusieurs effets contradictoires. Donc, resserrement du marché, mais
pénurie. La pénurie de la tech, c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Les besoins en tech vont continuer d'être supérieurs à la demande au fur et à mesure des années. C'est le cas maintenant, ce sera le cas demain. Donc il y a certains métiers, et même quand on va rentrer un peu plus en profondeur sur la tech, qui sont pénuriques, resteront pénuriques, et sur lesquels il va y avoir une pression des salaires quand même. Deuxième effet, l'inflation. Donc l'inflation a quand même poussé pas mal d'entreprises à se dire baisse du pouvoir d'achat, hausse des revendications des salariés, et donc même si les choses vont mal, il faut peut-être faire quelque chose pour ces salariés. Et même en fait, si je rezoome sur ce que j'étais en train de dire, les startups vont mal, beaucoup d'entre elles ne communiquent pas vraiment, frisent les recrutements, font partir des gens. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'augmentent pas leurs salariés? Non. D'ailleurs, nous, on a fait une enquête auprès de tous nos clients. Le budget moyen d'augmentation prévu pour les entreprises en France, parmi nos clients, c'est 5%. L'an dernier, on était plus à 6 ou 7%. Donc, légère baisse, mais quand même 5%. Et pourquoi? Parce que même les entreprises qui licencient vont augmenter leur salaire. Et ça paraît pas évident pour la plupart des gens. Mais pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même, encore une fois, pénurie de talent, de rester compétitif. Une entreprise tech qui se met à perdre tous ses talents, si on revient sur la notion de fusée, c'est une entreprise qui ne va pas gagner, qui ne va pas croître, qui ne va pas réussir à atteindre ses objectifs. Elle ne peut pas perdre ses talents. Donc une entreprise qui a le choix entre licencier 20% de ses effectifs pour garder un peu de voilure et arriver à tenir son long terme, ou en licencier 25% et avoir un budget d'augmentation pour garder ceux qui restent, va toujours faire le choix de l'option 2. Et les investisseurs vont toujours leur dire faites le choix de l'option 2. Une entreprise qui fait partir les gens n'est pas forcément une entreprise qui n'augmente pas ses salariés. Donc on a toujours des budgets moyens d'augmentation, on a toujours des entreprises qui augmentent les salaires. Et après, évidemment, la pression, ce qu'on voit nous, c'est diminution de la pression, notamment sur les hauts salaires. Les salaires des exécutifs en start-up, donc tous les postes de direction en start-up ont explosé ces dernières années, notamment ces 1 ou 2 dernières années. Ça va commencer à se réduire. Certains salaires niches, en fait, c'est la démesure dans certains salaires niches d'experts de postes de direction, grosse pression vers la baisse. Mais globalement, on reste sur, encore une fois, pas mal de pression sur pas mal de métiers. Absolument. Et on va les voir ensemble rapidement. Là, on voulait vous parler quand même d'une des choses qu'on a vu émerger aussi dans les entreprises pour répondre à cette difficulté de recrutement par la recherche de talents externes. Ça a été une prise en compte des talents internes et de la mobilité pour résoudre des problématiques de recrutement qu'on n'arrivait pas à résoudre par l'externe. Et ça a été gagnant pour les entreprises, donc en termes d'investissement, en termes de rétention, en termes de fidélisation des équipes. Et ça, quand même, je ne suis pas sûre que ça ait un rôle à jouer dans la fin de la pénurie à court terme. En revanche, pour certaines entreprises, ça a été vraiment extrêmement pertinent d'aller regarder les talents internes, de regarder comment est-ce qu'on peut les faire monter sur des métiers sur lesquels elles n'étaient pas encore. On a travaillé pour des groupes de mutuelles sur ces sujets-là, etc. C'était hyper intéressant et ça a du coup limité le nombre de profils à aller chercher à l'externe. Donc on voulait vous le montrer. Donc la mobilité. Et maintenant, on va rentrer sur les tendances. Ah, j'étais un peu loin. Voilà. Les tendances par métier. Là, on a travaillé avec les différentes équipes du groupe sur les profils qui seront les plus compliqués à recruter pour 2023, d'après nous. Donc, d'après nous, voilà un peu ce qui va continuer à être compliqué. Tout ce qui est exec, tout ce qui est profil de top managers digitaux, parce que là, on sait qu'on est sur le haut de la pyramide, elle est déjà beaucoup plus étroite, par principe. Et puis, on a vu avec le confinement dès 2021, un besoin extrêmement fort de vision stratégique au plus haut niveau sur le digital. Et donc là, il y a eu vraiment un effet, on tire vers le haut et on va chercher des managers digitaux de haut niveau qui sont capables vraiment de siéger au comité exécutif et de porter cette vision-là au plus haut niveau de l'entreprise. Donc il y a eu beaucoup de création de postes et il n'y a pas tant de candidats que ça dans lesquels aller chercher. Ouais, je voulais rebondir, donc je te laisse finir avant qu'on rentre dans les métiers par métier sur l'importance de combiner nos sources de données et comment en fait, une des raisons pour lesquelles on a fait l'étude et qui est super intéressante parce que la question que j'ai tous les jours, plusieurs fois par jour, de la part de nos clients, CEO, DRH, c'est quoi les changements actuels? Comment poste par poste ça bouge actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est super intéressant sur lequel il est intéressant de revenir au niveau des salaires, c'est que aux grandes dames de pas mal de patrons, quand les choses vont mal, on peut pas dire on baisse tout le monde 20%, quoi. Les choses vont mal, on baisse tout le monde 20%. Ce serait intéressant de voir les réactions qu'on aurait dans la rue, en plus de la réforme des retraites, si tout le monde se faisait diminuer de 15% les salaires. Donc, les salaires, c'est un peu un indicateur, c'est un lagging indicator, c'est un indicateur qui a la traîne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand les choses vont mal? On va peut-être moins augmenter, etc. Mais les salaires ne vont pas tout de suite drastiquement baisser.
La meilleure parallèle qu'on peut faire sur assez facilement compréhensible, c'est le monde de l'immobilier. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté une maison à 1,5 million il y a 1 an ou il y a 2 ans. Ma zone est devenue immandable, je peux toujours dire, elle vaut 1,5 million. C'est la dernière transaction. C'est un peu pareil sur les salaires. C'est-à-dire est-ce que nous, on prend une photo à un instant T des salaires du marché, et en fait, ces salaires, c'est des salaires qui sont historiquement les salaires qui ont été décidés lors de la dernière augmentation qui était peut-être il y a 1 an, lors du dernier recrutement qui était pendant il y a certain temps. Et donc, en fait, c'est une photo de marché, mais qui correspond à la liste des dernières transactions. Et en fait, l'endroit où on a le pouls le plus récent sur comment le salaire de marché change, c'est sur le recrutement, c'est sur les transactions. En fait, c'est comme les transactions immobilières. Quand on regarde les données de marché, on va regarder les maisons qui sont vendues la semaine dernière, qui sont vendues en ce moment. Et en fait, ça veut dire que le pouls du marché est plus sincèrement défini par les données de recrutement. Quelles offres sont faites actuellement, quelles offres sont acceptées, quelles offres sont refusées. Après, c'est complémentaire. On ne peut pas baser cette politique salariale sur quelque chose d'aussi fluctuant, mouvant, avec des petits échantillons. Mais c'est plus des données de tendance, annonciateurs de choses à venir. Alors que la vérité, ça reste l'instant T du marché, ça reste combien vaut un product manager niveau senior qui bosse à Paris ou qui bosse en télétravail. C'est la meilleure manière de définir sa politique salariale. Mais la meilleure manière de sentir... Vers-moi. Non, il faut que tu me regardes tout le temps. Je te regarde tout le temps, Geneviève, donc je ne regarde plus personne dans l'audience. Geneviève, je te regarde tout le temps. Donc la meilleure manière de définir sa politique salariale reste de se baser sur les données de marché qui représentent les marchés dans l'ensemble, qui représentent combien sont payés l'ensemble des senior product managers à Paris. C'est ça qui va définir la valeur marché. Et ce qui va définir les tendances, ça va être à des niveaux plus micro, c'est quelles offres sont faites en ce moment et quelles offres sont acceptées. Donc c'est pour ça que la combinaison des données d'Aravati et d'Iman sur le recrutement et des notes qui sont la photo à l'instant T de plus de 1000 entreprises est assez intéressante. Elle est effectivement très intéressante et nous, on part toujours du salaire et des prétentions du candidat. Ça veut dire que, on le sait, hein, tous les chasseurs qui travaillent avec moi aujourd'hui vous le diront, quand on appelle un candidat et qu'on commence à parler avec lui de son salaire et de ses prétentions, avant de le rencontrer au cabinet, au téléphone ou en visio, etc., dans la première approche, on va dire que le salaire, par exemple, est de 120. Il va nous dire, moi je suis à 120, j'aurai 140. Voilà. Et puis quand on va le recevoir ou aller plus loin en lui demandant de remplir un dossier de candidature, etc., et d'écrire un certain nombre de choses dans ce dossier, là, il est finalement à 100 et ses prétentions sont 120. Donc on sait qu'entre le déclaratif d'un candidat en recherche, ouvert au marché, etc., il y a entre le déclaratif et la réalité un écart. On n'est pas là pour vérifier cet écart, on n'est pas là pour aller chercher des documents de salaire, etc. Donc, on travaille sur du déclaratif et cette enquête, elle porte sur ce déclaratif. Donc, ce que vous avez dans l'étude qu'on vous a remise, c'est vraiment le déclaratif. Donc, on sait aussi que voilà. Mais il y a aussi les salaires réellement proposés aux candidats. Tout ça rentre dans la moyenne. Donc, les salaires auxquels il a finalement accepté une proposition, etc. Tout est j'allais dire, regroupé dans notre étude. Et vous avez la méthodologie de l'étude en première page de cette partie-là. Si on continue, non, parce que les métiers en pénurie sont tous sur la slide d'avant. Voilà. Donc, les profils exécutifs, on en a parlé. Les métiers de la data, donc là, ça reste très pénurique, mais moins les métiers de data science, beaucoup moins. Donc, c'est un grand mouvement entre 2021 et 2022. Oui pour les data engineers, oui pour les data analysts, oui pour les CRO. Là, on est vraiment très pénurique. Data scientist, c'est devenu relativement facile, même s'il y a peu de profils, parce que il y a des algorithmes sur étagère et qu'on n'a plus besoin de gens qui codent. On a besoin de gens qui savent analyser de la data. Oui, ça c'est intéressant, juste pour revenir dessus, parce qu'on a eu, moi pour l'avoir vécu, pour le voir dans nos données, pour l'avoir vécu quand j'étais chez Criteo, on a vécu l'arrivée de Meta, donc Facebook, Google en France, qui se sont dit en fait, plutôt que payer un data scientist 150 000 euros à San Francisco, on peut lui payer 45 000 euros à Paris ou 50 000 euros. Plutôt nos ils sont tous venus, ont commencé à mettre énormément de pression sur le métier de la data science. Et comme le disait Iman, maintenant, avec la montée en puissance des algorithmes, des services disponibles d'intelligence artificielle à la demande, on se dit plutôt qu'avoir une armée de 10 data scientists qui, ok, sont peut-être moins chers en France, mais ça reste quand même des gens chers à recruter, pas facile à manager par moment et à évaluer, on va peut-être en prendre 3-4 et s'appuyer sur des services qui vont nous donner de l'intelligence artificielle à la demande. Donc ça diminue la pression sur data science. Par contre, toutes les boîtes
le monde de la data, c'est pas prêt de s'arrêter, doivent construire des data pipelines, de l'agrégation de données, de la construction de données, et doivent analyser les données. Donc, énorme pression sur le data analyst, et encore plus énorme pression sur le data engineer, qui est nous un des métiers où on voit le plus forte tension. On est d'accord. Les métiers du produit, donc l'amélioration produit, le product design, les product owners, qui se sont énormément spécialisés, qui se sont professionnalisés. Ça me fait penser, alors voilà, les dinosaures du web, Geneviève et moi, au métier de chef de projet il y a quelques années. Avant, on avait un chef de projet digital, c'était bien, on savait ce qu'il y avait dedans, il faisait tout, et puis c'était facile. Et puis après, le chef de projet, il y en a qui sont partis vers la technique, il y en a qui sont partis vers le machin, et puis c'est devenu, oui, c'est pas le même si c'est de la com digitale, c'est pas le même si c'est du développement d'applications, c'est pas le même si, etc. Et puis après, on a eu les PO. Alors les PO, c'est pareil, c'était comme le chef de projet il y a quelques années, le PO il faisait tout, du sol au plafond. Maintenant, non, il y a un PO data, il y a un PO IT, il y a un PO API, il y a un PO, etc. Et donc on a des métiers qui se spécialisent énormément, qui se complexifient beaucoup, qui se professionnalisent. Et du coup, là, voilà, si vous cherchiez un PO hier, c'était déjà compliqué, un PO généraliste. Maintenant, quand vous cherchez un PO CRO, un PO pour tout ce qui est conversion, etc., c'est compliqué. Quand c'est un PO sur les API, c'est compliqué, et parce que personne n'a fait une école de PO API. Donc clairement, qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on le cherche, ça c'est devenu très très compliqué. Et les métiers de l'UX, les métiers de l'UI, qui se sont aussi beaucoup spécialisés, beaucoup professionnalisés, et sur lesquels il y a de très très fortes demandes. Et là-dessus, sur le produit, si je peux rebondir, ce qui est intéressant, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'en fait, c'est un métier qui n'existait pas historiquement. En fait, le produit, c'est un métier. Moi, pareil, quand j'étais chez Criteo, on était une des premières boîtes à faire du produit, une organisation de produits, depuis des années. Et donc, quand on cherchait à l'époque des seniors product managers, des gens qui avaient fait 500 produits, ça n'existait pas en France, en fait. Aucune boîte, à l'époque, n'était en organisation de produits. Donc, je me souviens, à l'époque, c'était très dur à recruter. Et en plus, on se les faisait piller par toutes les boîtes qui regardaient qui a bossé dans une organisation de produits plus de 2, 3, 4 ans. Personne en France. Ouais, en France, personne. Donc maintenant, ça change, il y en a de plus en plus, mais pareil, ça reste le métier le plus pénurique. Ce qui est intéressant, nous, on avait regardé il y a quelques mois, c'était la requête numéro 1 qu'on avait dans Figure, donc on traque un peu les clients, ce qu'ils vont chercher, et la requête numéro 1, c'est combien sont payés les product managers, ce qui montrait une forme de tension sur combien je dois les payer. En moyenne, à seniorité égale, c'est évidemment payer plus que les développeurs, alors que souvent, c'est des formations qui sont parfois similaires, et ça, pareil, c'est pas prêt de s'arrêter, parce que le nombre d'organisations qui passent en organisation produit plutôt qu'avec des chefs de projet et des cycles en V, etc., qui sont complètement dépassés, enfin, plus à la mode en tout cas, parce que c'est toujours cyclique, on va voir, ça revient. Mais ce nombre d'entreprises qui passent en mode produit dépasse largement la demande, la supply, l'offre de product managers qui ont fait ça, qui ont bossé depuis des années. Et par ailleurs, c'est intéressant parce que niveau upskilling, on voit de plus en plus de boîtes qui sont prêts à former leurs personnes. D'ailleurs, Maria School a une formation, je crois Maestro, en formation en product management qui est assez populaire et qui marche assez bien dans notre monde, parce qu'en fait, si on attend juste de trouver quelqu'un qui a fait 8 ans de produit, il n'y en a pas beaucoup. Et ça ne va pas changer ça. C'est la fin de la démesure, ne va pas nous aider là-dessus. Les métiers du développement, donc les métiers du développement, vous savez tous, quand vous recrutez côté technique, ça restera compliqué, ça le sera toujours. Après, une petite lueur au bout du tunnel avec le no-code. Donc low-code, no-code, on va voir un peu ce que ça peut donner. Et puis, alors, le grand gagnant, le métier de la marketplace. Je ne sais pas si ça vous parle, mais avec l'accélération sur le e-commerce, il y a eu, je ne sais pas combien de marketplaces qui se sont créés. Chaque marque crée sa marketplace. Et chaque marque a besoin de gens pour animer sa marketplace, développer sa marketplace. Et alors, ça n'existe pas. Ces profils-là, il y en a pas. Donc, il faut être capable de savoir qu'est-ce qu'on va fabriquer comme profil. Et là, il y a une vraie grosse pénurie. Quand un client nous approche en chasse avec un poste à pourvoir côté marketplace, on pousse d'abord un grand soupir, et puis après, on voit comment on va être créatif pour identifier des gens, trouver des profils, faire des passerelles et accompagner notre client dans cette recherche. Voilà. On peut faire un zoom, vous l'avez dans la brochure, et là on va en parler avec quelques exemples de salaires, catégorie par catégorie. Donc là, on vous a mis les postes les plus porteurs sur la data, avec les profils et leur salaire attendu. Donc sur le product owner data, on l'a mis dans la data parce qu'il a d'abord une compétence data, et puis ensuite une compétence de product. La data analyse, ça monte très vite. Il y a de plus en plus de data analysée dans les entreprises.
la qualité de la data est importante, la qualité des enseignements qu'on peut en tirer, la compréhension, la recherche d'intelligence. Ça complexifie énormément les organisations et je ne crois pas qu'il y ait une entreprise aujourd'hui dans nos clients qui ne travaille pas ou qui n'a pas des profils à pourvoir sur ces métiers-là. Brièvement, Iman, sur le fait que non seulement donc, il y a l'enquête disponible, je crois que tout le monde a pu y accéder ou peut la voir, et en plus on partagera les slides à tous les participants pour les envoyer à tous ceux qui sont enregistrés à la fin de la session, donc vous n'êtes pas obligé de noter au chiffre près. Non, puis vous l'avez dans le petit booklet qu'on vous a remis. Hein. Pour ces deux raisons-là. Voilà. Et il y aura un compte rendu dans le petit web. En plus. Iman, est-ce que tu veux la zapette pour te entendre? Je sais pas, je suis pas sûre que Les métiers du produit, on en a parlé. Les nouvelles, le no-code va impacter aussi le monde du produit. Je sais qu'il y a plein d'organisations, nouvelles organisations produits qui se mettent en place dans un certain nombre d'entreprises, hyper exigeantes. Donc il y a, je crois, il y a combien de modes sur... il y avait comment ça s'appelle Carrefour a mis en place une nouvelle organisation produit. On connaissait les squads, on connaissait les feature teams. Là, je crois qu'ils ont inventé encore un nouveau type d'organisation hyper ambitieux, volontaire, pour aller plus loin que de l'ad-scale. Donc voilà, ça va bouger, ça va continuer à bouger, continuer à se professionnaliser, continuer à être compliqué. Et là, nous, on le voit sur les postes qu'on pourvoit sur des métiers d'experts en produits. C'est 3 mois de recherche pour faire une shortlist qui tienne la route. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, c'est intéressant. Donc on parlait de tendance produit, mais ouais, dans les spécialisations de produits, product marketing manager, pareil. Il y a en France combien il y a des gens qui ont fait peut-être 5 ans de product marketing? Je pense qu'il y doit même pas en avoir 10 en France. Donc c'est nouveau métier, énorme tension. Product ops, pareil, ça nous c'est un des métiers qu'on demande le plus. Product data analyst, donc des data analysts spécialisés dans l'analyse des métriques produits, de taux d'adhésion, de taux d'adoption, etc. Pareil, ça explose. Donc à chaque fois qu'on commence à... Et je vous plains un peu, moi je suis de l'autre côté de la barrière maintenant. Mais à chaque fois qu'on se dit, ok, on commence à avoir des products, on commence à savoir ce que c'est le product. Ah non, mais maintenant il faut un product marketing manager, un product data analyst et product ops. Ok, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas où on en trouve et il y en a pas. Donc je vous plains là-dessus, mais à chaque fois qu'on va arriver à franchir une frontière dans une spécialisation, on va toujours avoir des métiers plus spécialisés qui arrivent derrière. Sur les développeurs, j'aurais bien aimé que Adrien vienne vous en parler, parce que vous le savez, chez Aravati, on ne recrute pas de profils techniques qui ne sont pas managers, donc voilà. Et donc la relève côté Human Skills recrute des développeurs et sur ce type de profil, on les entend, ils sont dans le bureau d'à côté, on les entend, enfin dans le même open space que nous, on les entend et on les entend parler à des gens qui n'ont pas le temps de les écouter, etc. Je peux vous dire que là, ça ne va pas tout de suite être beaucoup plus simple. Clémence nous disait, 80% des entreprises ont du mal à trouver des développeurs, donc eux, ils ont aussi beaucoup investi sur le no-code, le low-code, en se disant peut-être ça va nous aider dans quelques temps à répondre aux problématiques de nos clients. Et là-dessus, sur nous, ce qu'on voit en complément de ça, l'émergence quand même des bootcamps de code qui augmentent la supply, qui amène une vague de candidats, des candidats plus juniors, parce que ce sont des candidats en reconversion qui rentrent dans le monde de développement, mais c'est-à-dire que les entreprises qui arrivent à mettre un système en place de mentoring, d'accueil, d'onboarding pour ce talent-là, peut régler une partie de la pénurie, parce qu'il y a un énorme vague de personnes qui passent par ces bootcamps pour apprendre à coder. Après, il faut avoir une organisation prête à les accueillir, parce que c'est des gens qui sont souvent en reconversion, qui sont assez juniors, parfois seniors de par leur expérience professionnelle, mais juniors dans le code. Et les entreprises qui se sont pas mal adaptées, qui ont pris le pas, c'est un énorme afflux de talents. Et ce qui est intéressant là-dedans, ce qui est très intéressant d'un point de vue macro, c'est que ça augmente largement la diversité. Parce qu'en fait, la diversité des gens qui passent de bootcamp, et notamment la diversité homme-femme, est largement supérieure à la diversité des écoles d'ingénieurs, à la diversité des talents de manière générale. Nous, on a, je crois, 11% des développeurs dans notre base de données qui sont des femmes. Quand on regarde les bootcamps, quand on zoome sur les bootcamps, c'est bien supérieur à ça. Donc c'est très intéressant aussi pour les entreprises qui, à juste titre, veulent amener de la diversité dans les équipes tech, de rentrer dans ce monde, et aller récupérer des talents qui viennent de ce monde-là du bootcamp. Et encore faut-il que les entreprises soient prêtes à accueillir la diversité. Moi, je me souviens d'avoir animé une conférence avec comment sont-ils ceux qui font de la formation de gens qui partent à partir de rien, sans bac, etc. Yann Gabet Non, Simplon, voilà.
Et il disait qu'en fait, il y a un paradoxe, c'est que lui, il a les gens, mais que les boîtes ne sont pas prêtes à avoir cette mentalité. Donc c'est aussi un peu à vous de changer. Ouais, non, il faut avoir un contexte pour accueillir la diversité, il faut avoir un contexte pour accueillir une vague de gens plus juniors dans les équipes, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la seniorité en place. Socialement divers aussi. Et socialement divers aussi, exactement. Ouais, puis il faut avoir la capacité à encadrer, à manager, à accompagner, parce que il suffit pas d'aligner des développeurs pour que les projets sortent. Il faut être aussi capable d'avoir des gens qui savent coder, mais des gens pour les guider, les embarquer, les faire grandir, et puis j'allais dire, on le voit, les accompagner, comprendre les codes de l'entreprise, comprendre les codes de cette entreprise, comment se comporter dans cette entreprise. Quand vous allez aller chercher des gens qui n'ont pas ces codes-là, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Donc ça demande beaucoup d'investissement de la part de l'entreprise. Le retour sur investissement, il est évident. En revanche, il faut, voilà, c'est pas une injonction facile, quoi. Et dernier point, on parlait du Web3 et le côté de la blockchain. Alors ça, dans la dernière année et demie, 2 ans, c'était le plus gros Far West, moi, que j'ai vu de ma vie. Même le côté data science, etc., ça n'a rien à voir avec ce qui se passait sur la blockchain. C'est-à-dire que c'est des développeurs qui se formaient sur la blockchain, qui étaient assez juniors, qui étaient peut-être payés 50 000 euros, qui allaient se faire payer 100 000 euros, 120 000 euros une fois qu'ils avaient la formation blockchain. Et même des métiers non développement. Moi, je me souviens toujours d'un des CEO d'un de nos clients qui est dans ce monde-là, qui est quelqu'un dans le content marketing, donc quelqu'un qui écrivait un peu autour de la Web3, payé de mémoire 50 000 euros, qui se fait débaucher à 120 000 euros. Donc des trucs absolument lunaires. Par contre, une partie du package était, ça c'était un peu nouveau d'ailleurs, on pensait à l'époque que ça allait rester, on va voir l'avenir, payé en partie en token, c'est-à-dire en token blockchain et crypto. Sauf que bon, maintenant ceux qui ont été recrutés avec des packages de 120 000 euros, dont 70 000 euros de tokens magiques qui vont exploser, sont peut-être un petite désillusion maintenant. Donc on va voir comment ça... Mais c'était vraiment le plus gros Far West, moi, de l'histoire que j'ai vu, le blockchain. C'était absolument hallucinant. Des gens qui partaient pour des packages de x2 exactement, et qui prenaient un job et qui 4 mois plus tard allaient reprendre 50% de plus dans une nouvelle boîte. J'avais jamais vu ça de ma vie. Là, ça se calme quand même pas mal. Alors, les métiers de la marketplace, on en a parlé. Donc, dans la marketplace, il y a 2 types de métiers. Il y a ceux qui construisent, donc les métiers du build, et puis les métiers du run. Et là, on a une grosse attente, une grosse demande de la part des entreprises, que ça soit celles qui créent leur marketplace, et donc qui ont besoin de gens pour opérer, et puis des sites de e-commerce qui vont aller sur ces marketplaces et qui ont besoin de gens pour accompagner leurs produits, leur catalogue, leur campagne, la mise en avant de produits, etc. Donc oui, il y a ceux qui construisent des marketplaces, et puis il y a ceux aussi qui ont besoin pour leur marque, pour leur entreprise, de faire émerger les produits dans ces marketplaces un peu phénoménales. Donc avec des métiers qui deviennent aussi techniques, d'analyse, de mesure, de compréhension, de mise en avant média, de savoir comment je fais émerger mon produit sur des marketplaces multimarques, comment je fais émerger un produit de qualité dans des marketplaces où le prix est d'abord prioritaire. Enfin, c'est des métiers qui deviennent de plus en plus techniques, à forte valeur ajoutée. Et pourtant, sur le CV, vous verrez pas ça facilement. Donc, il faut comprendre la compétence, comprendre d'où il pourrait venir, parce qu'il n'existe pas encore, etc. Donc là, ça va être compliqué, et ceux qui cherchent à avoir tout sur un CV dès le départ peuvent chercher longtemps, quoi. Donc on en a encore pour 10 minutes. Je vous invite à vous étirer un petit peu, parce que là, on arrive à une période où l'attention flotte. Donc étirez-vous un peu, et puis on reprend. Et dans 10 minutes, c'est vos questions. Même peut-être avant, parce qu'on a bientôt terminé, nous, Geneviève. Donc, on en a peu parlé. C'était une vraie révolution 2021, l'omnicanalité. Donc, entre guillemets, fusionner les canaux, comprendre le client, comment on appelle ça, comprendre le client dans sa globalité et tous les points de contact avec le client. Ça a été vraiment des gros chantiers qui sont bien entamés, mais qui continuent à être des gros pourvoyeurs de postes et des gros demandeurs, avec là une complexité dans les métiers à aller chercher qui nous simplifie pas la tâche. Toi, tu en vois peu de ces profils-là. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, nous, on a commencé avec des métiers assez génériques, et en fait, au fur et à mesure des données qu'on reçoit et des clients qu'on accueille,
on crée des métiers de plus en plus spécifiques. Et donc, par exemple, le marketplace dont on parlait, c'est dans les demandes qu'on avait. Nous, on a quand même, par exemple, beaucoup progressé dans le monde du jeu vidéo, puis après dans le monde de la banque, avec des métiers très spécialisés dans les fintech, etc. Et maintenant, c'est le e-commerce et marketplace, c'est là où on commence à avoir de plus en plus de demandes et de plus en plus de données. Donc, nous, on crée régulièrement des métiers pour suivre un peu la tendance et essayer de suivre les métiers qui émergent, dont ceux-là. Juste sur les jeux vidéo, c'est pas des profils qui sont très demandés ailleurs maintenant? Alors, ils ont toujours été... En fait, c'est intéressant parce qu'il y a un truc c'est un monde super intéressant parce qu'en fait, dans les jeux vidéo, il y a deux forces contraires. Donc oui, ils sont demandés partout, ça explose, et notamment dans le jeu vidéo mobile, qui est un monde qui explose complètement. Mais dans d'autres domaines. Et ils vont chercher dans d'autres domaines par la gamification, de plus en plus d'entreprises qui vont chercher des mécanismes de gamification, etc. Mais c'est assez compliqué parce que souvent, les jeux vidéo, il y a deux forces contraires. Très peu de gens, et notamment dans les côtés artistiques, des gens qui sont de la création de jeux vidéo, dans la gestion de projets de jeux vidéo, etc. Un pool de talent très faible, mais souvent le driver principal, c'est pas l'argent. Donc on en a qui sont prêts à bosser, qui sont largement sous-payés, c'est super intéressant. Ils sont largement sous-payés dans des grands éditeurs de jeux vidéo qu'on va pas nommer, mais en fait ils sont tellement fans de leur métier que même pour 20, 30, 40, 50% de plus, ils sont pas prêts à bouger. Et encore moins dans des grands groupes qui veulent amener des éléments de jeux vidéo, c'est pas leur passion, c'est plus une tendance artiste que... Sauf de manière ponctuelle, parce que quand je vous entends tous les deux, je me dis finalement, ce qu'il faut apporter au marché, c'est la flexibilité, c'est traiter des gens qui viennent de l'extérieur comme des gens de l'entreprise. Quelqu'un qui vient du jeu vidéo, lui proposer peut-être un mois dans l'entreprise, je sais pas, pendant ses vacances ou je ne sais quoi, très bien payé, pour qu'il apporte ce qu'il sait faire et puis qu'il reparte. Et toutes ces mentalités-là, enfin cette espèce de plasticité, c'est bien ce qu'il faut pour répondre à tous les enjeux que vous nous avez énumérés, non ? Oui, mais là tu parles d'un métier de passionné, et donc ils ne quittent pas leur passion pour aller... voilà, c'est très difficile, enfin, c'est une bonne idée. À mon avis, il faudrait les utiliser autrement. Pas les débaucher pour venir dans ces métiers-là, mais peut-être travailler avec Agnès pour les faire onboarder des gens dans d'autres environnements. Mais tu parles d'un métier de passionné. Enfin, c'est vraiment, nous on connaît un petit peu cet univers-là, et clairement quand on recrute pour cet univers-là, Isabelle s'est bien amusée avec ça à une période, on voit des gens qui sont... c'est oui ou non, ça m'intéresse. Ah bah c'est pas du... Comment ils appellent ça? Il y a des différents types de jeux, des jeux casual, des jeux hardcore, etc. Donc celui du casual ne veut pas aller dans le hardcore et vice-versa. Enfin, donc c'est quand même déjà un peu compliqué. Mais c'est une bonne idée. C'est une grosse niche, mais c'est une niche. Oui. Ouais, c'est une grosse niche, mais c'est une niche et souvent un peu imperméable de pas mal d'autres talents. Et ce qui est intéressant, au dehors du jeu vidéo, c'est ce que tu disais par contre, Geneviève, qui est un vrai tendance de fond. C'est le côté diversité des gens et notamment des freelances et des prestats externes avec les employés. Le monde du freelance, ça continue d'augmenter d'année en année. Le pourcentage de freelance sur le marché ne fait qu'augmenter. Et ça va ne faire qu'augmenter. C'est toutes les prévisions, on s'accorde là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit, c'est comme ça augmente, et comme c'est plus juste 1% des ressources de l'entreprise, c'est la réunification des deux mondes avec de plus en plus de... En fait, c'est quoi le parcours d'onboarding pour les freelances? Comment est-ce qu'ils font une partie de la vie d'entreprise? Est-ce qu'ils ont accès aux cours de yoga? La réponse est non. Oui, mais il y a de plus en plus de centres d'entreprise qui s'en préoccupent, et nous on voit de plus en plus notamment parce que la majorité des DRH ne traitent pas des freelances, et ne veulent pas traiter des freelances. Mais on voit de plus en plus d'entreprises qui disent, en fait, on peut plus se permettre, parce qu'on a tellement de freelances maintenant, qu'ils font partie d'une certaine manière de l'entreprise. Donc oui, ils ne doivent pas être sur l'organigramme, faire attention à tout le droit, la requalification, etc. Mais on doit quand même les onboarder. On doit quand même leur donner accès à certains privilèges. Et donc, c'est intéressant de voir que de plus en plus de DRH se réapproprient la gestion des freelances, que de plus en plus de freelances se retrouvent dans les systèmes d'information RH, nous c'est ce qui est intéressant, et qui viennent être traités comme jamais des employés, en tout cas pas en France. La frontière dans d'autres pays est beaucoup plus fine. Mais des membres de l'équipe à part entière. Ouais, voilà, exactement. Mais on le voit beaucoup, le rôle du manager. Moi, je pense que c'est là où c'est le plus compliqué. C'est le manager d'équipe n'est plus qu'un manager d'équipe. Il manage un écosystème dans la boîte. Et ça, personne n'est formé à ça. Personne n'est accompagné là-dessus. On le voit chez nos clients quand on discute avec eux et qui se posent un certain nombre de questions sur mais moi, dans mon équipe, j'ai 30% d'externes, de gens qui ont une compétence, une expertise, mais qui font moyennement partie de l'équipe. Comment est-ce que je manage cet écosystème dans l'entreprise? Comment je les traite par rapport à mes salariés, etc. Et c'est devenir une question de plus en plus importante parce que quand vous êtes manager,
vous avez des membres de l'équipe qui ne sont pas vraiment des salariés, mais qui contribuent énormément. Comment vous les gérez? Et on en voit, nous, la souplesse, le côté consultant qui arrive, qui délivre, etc. Comment est-ce qu'on capitalise sur ce qu'il a développé? Comment est-ce qu'on intègre tout ça dans le track de l'équipe, etc. Donc ça va être des vraies questions, mais pour moi c'est une question de management et les RH devraient s'en emparer un petit peu plus, quoi. Donc il nous reste 1 minute. Bonne transition, management de transition. Donc le management de transition, c'est une activité au niveau France et international qui a explosé ces dernières années parce que il faut des managers sur tous les sujets et on ne peut plus se passer d'un manager absent, un manager en congé maternité, un manager malade, il faut le remplacer. Donc comment est-ce qu'on le remplace? On a trouvé ça. Et puis l'efficacité des seniors. Pour moi, le management de transition, ça pose une question qui est qu'est-ce qu'on fait comment est-ce que quelqu'un peut arriver très vite sur un poste, sur une mission et occuper la mission sans avoir, entre guillemets, un onboarding très formel, être capable assez vite de prendre de la hauteur, du recul, des missions. Il faut qu'il soit un peu plus capé que le poste en question pour arriver très vite sur les sujets. Il faut qu'il soit indiscutable en termes de compétences vis-à-vis de l'équipe qu'il va prendre en charge. Et il faut qu'il soit un très bon interlocuteur pour le comité de direction, le comité exécutif avec lequel il va travailler. Donc, il y a une vraie place pour les seniors sur ces sujets-là et des gens qui ont eu des expériences hyper riches, longues dans des entreprises, qui à un moment ont plus forcément envie de faire ou de la politique ou de travailler sur des sujets sans avoir la main sur les sujets, pas pouvoir faire les choses parce que si je fais ça, je me mets à dos une partie de mon équipe, de mes collègues, de mes pairs, etc. Quittent et se retrouvent très à l'aise et très heureux dans les missions de management de transition où ils sont là pour agir, pour délivrer, pour travailler de manière rapide et délivrer un projet et repartir. Et donc là, on a un afflux de gens qui viennent vers ces métiers. Quand ils ont commencé des missions de management de transition, ils n'ont plus forcément envie d'être en CDI quelque part et installés sur du long terme. On avait ça historiquement, c'était plutôt une opportunité pour des gens qui étaient sortis d'un job, entre deux jobs, ils faisaient quelques missions de management de transition. Aujourd'hui, on a des beaucoup plus jeunes qui viennent vers ces métiers-là pour s'affranchir de la politique, des problématiques ouais, mais si je fais ça à plus long terme, je n'aurai pas la mission que je souhaite, ou je ne pourrai pas avoir l'évolution qui va bien, ou je ne vais pas pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, je ne vais pas pouvoir délivrer confortablement, etc. Et donc, il y a une vraie tendance de fond vers je vais devenir un professionnel du management de transition, je veux enchaîner des missions, je ne veux plus de CDI. Donc, on a déjà une pénurie, on a des gens qui ne veulent plus être salariés, on a des freelances sur toute la profondeur des métiers, donc du plus jeune au plus vieux, et ça va continuer, à mon avis, à évoluer de cette façon-là. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est à vous maintenant. Donc, le mode d'emploi, il est très simple. Vous levez votre main, vous vous présentez et vous posez vos questions. Je vous regarde et je viens vers vous. Pendant qu'on trouve des volontaires, Geneviève, je laisse scruter la salle. Alors, c'est pas à la place de trouver des volontaires, ce serait bien que ce soit un peu vivant, sauf si on les a tous assommés. On a quelqu'un là-bas jusqu'au bout. Il y a un point qui est intéressant aussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je trouve un peu. Parce que je vais revenir sur le côté senior, parce que dans le monde des startups, la senior et l'emploi des seniors, c'est un gros sujet, un truc honnêtement qui ne progresse pas très bien, qui est un gros challenge. Par contre, ce que je vois, ce qui est intéressant, et dont on n'a pas trop parlé, c'est qu'en fait, on a parlé du côté des freelances, l'explosion du freelance, les salaires qui bougent, l'inflation. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, on pourra peut-être en parler, c'est des questions sur la transparence dans le salaire, qui arrive avec une nouvelle directive européenne qui a été décidée en fin d'année décembre, qui va être appliquée dans les 3 ans dans tous les pays membres. Tout ça, la bonne nouvelle, c'est que ça met beaucoup plus d'attention sur le métier des ressources humaines. Et nous, d'ailleurs, on l'a vu dans les salaires, dans les métiers des exécutifs, historiquement, c'était le plus mal payé les ressources humaines. Déjà, quand ils étaient au comité de direction, c'est parmi les salaires d'exécutifs qui ont plus monté. Et je pense que le poids des ressources humaines, le poids des DRH dans l'organisation ne va faire que augmenter dans les futures années. Donc il y a quand même une note un peu positive. Bonjour. Je vais essayer de parler. Alors, je m'appelle Nicolas Antonini, je suis chasseur de tête dans le digital depuis quelques années. Je vous en... Mes confrères.
J'ai une question à la vie. La première question, elle revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau des VP, exec, etc. C'était une des fonctions les plus peut-être importantes de 2023 ou en pénurie aussi. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. En tout cas, de mon point de vue, de ma petite vie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'execs dans le digital en ce moment qui se posent des questions, notamment sur ce que devient leur métier. Donc, répondez-moi assez rapidement, effectivement, sur est-ce que vous pensez que ça va être une pénurie ou est-ce que c'est l'inverse, est-ce qu'ils ont frileux ou pas? Et deuxième chose, un avis rapide, j'ai l'impression que les salaires ne sont pas encore en train de décroître aussi rapidement qu'on le dit. Je pense que ça va prendre peut-être tout 2023 et qu'enfin 2024, on va rentrer dans quelque chose de plus correct. Et juste pour terminer, je pense que c'est, parce que je suis un peu long, hein, c'est général, je pense qu'effectivement c'est un bien-être, ça c'est plus un avis pour les candidats. Moi je leur conseille souvent de baisser un petit peu leur prétention, hein, parce que moi je n'aime pas ce terme-là, mais bon voilà. Pourquoi? Parce que quand le marché va se retourner, et que vous êtes embauché à 50 et que le marché va vous proposer à 40, bah vous allez... Merci, oui, on l'a vu. Non, les execs, il ne faut pas oublier que je pense que 80% des CDO briquent des postes de direction générale, donc il y a un effet d'aspiration vers le haut, et qu'on met du temps à fabriquer, entre guillemets, à construire et à devenir un profil exec digital avec de vraies compétences globales, et il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Donc oui, il y a toujours des gens qui cherchent, il y a toujours des gens qui ont envie de bouger, il y a toujours, il y a moins de postes sur les execs que sur le middle. En revanche, trouver un candidat qui correspond bien à ce qu'on veut, etc., dans les métiers d'exec, tu te rends compte que tu as un panel qui est quand même très étroit de vivier, quoi. Et donc sur un an, pour que ça bouge les salaires et que ça se calme un peu, nous, on parle de la fin de la démesure, hein. On ne dit pas que les salaires vont baisser, on dit que ça va arrêter d'être n'importe quoi. Ouais, et ça revient sur l'effet dont je parlais tout à l'heure. On ne va pas avoir un effet des salaires qui bougent. Par contre, historiquement, si on prend une version très simplifiée de ce dont je parlais tout à l'heure, on avait une équipe sur un poste qui était payé en moyenne à 50 000 €. Un candidat arrivait, une candidate arrivait, demandait 55-60. On acceptait, on va régler le problème demain de l'équité interne. Maintenant, cette personne-là, là, d'arriver à 55-60, va arriver à 50. Pas forcément à 45 ou à 40. Et en tout cas, ce qu'on va voir, c'est sûrement un ralentissement des salaires. La baisse, j'y crois pas trop, notamment avec la pression inflationniste, la pénurie des talents dans la tech, etc. En tout cas, le ralentissement de l'augmentation des salaires qui a été vive, clairement. Et donc, comme je disais, ça va être du temps à se réguler parce que c'est régulé avec les nouvelles arrivées et c'est pas régulé à la baisse avec les baisses de salaire, il reste des augmentations de salaire. Pas facile, ouais, c'est l'histoire de gros menton, petit menton, c'est toujours pas évident. Ok, bah du coup, français bien. je vais le faire, parce que François-Xavier Brunet. You Love Words. Content Marketing. L'espérance de vie des 20 à 30 ans dans une entreprise. Combien de temps il reste? On est vraiment, même dans ce monde de nouvelles technologies, on revient à des technologies de passation de questions ancestrales. Mais c'est intéressant, en fait, c'est intéressant, c'est très dur d'avoir des stats. Nous, on commence à les avoir historiquement sur le côté vélocité de promotion et espérance de vie. Quand on regardait les mondes de la tech, on avait dans le grand monde, enfin il y a 1 ou 2 ans, la tendance c'était genre 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Et déjà, ça passe. On va voir comment ça va durer. On va voir comment ça va évoluer avec ce nouveau marché. Mais par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les entreprises doivent s'adapter. Enfin, c'est un peu la fin de, en tout cas pour la nouvelle génération, de l'histoire de je viens faire ma carrière dans l'intégralité de l'entreprise. Et beaucoup en plus d'entreprises s'approprient le fait de, en fait, les gens ils vont venir, ils vont pas rester 10 ans. Mais qu'est-ce que je leur vends sur 2, 3, 4 ans qui va leur permettre d'être à fond pendant 2, 3, 4 ans? Et c'est ok. Et il y a de plus en plus d'entreprises, nous qu'on voit de nos clients qui vont dire, en fait, tu viens. Et la plupart des gens qui vont arriver sur ce poste-là, on ne va pas vous proposer, il n'y en a que 10 ou 20% qui vont passer à un échelon supérieur, etc. Il y a un côté pyramidal. Mais ce qu'on vous garantit, c'est que pendant 2 ou 3 ans, vous allez apprendre tellement de choses que votre prochain poste, qui sera probablement ailleurs, et il va être largement supérieur, le gap de salaire va être largement supérieur, vous allez vivre 2 à 3 ans incroyablement et satisfaisant. Et ça, personne ne disait il y a 10 ans. C'est l'entreprise sacrificielle. Deuxième question. Justement, moi, c'est pas du tout la tendance que j'ai. Concrètement, Alors, c'est pas la tendance. Grosso
grosso modo, je suis plutôt sur 1 an et demi. 1 an et demi. Et après, à 2 ans, moi, je vois, quand je recrute, il y en a plein qui enchaînent 1 an, 1 an et demi, 3-4 fois. 1 an et demi, Ouais. 3 à 4 fois. Ouais. Bah, C'est vrai, t'as raison. Dans le micro. Hier, on disait que les gens restaient 2-3 ans sur un poste. D'ailleurs, la mobilité n'était ouverte qu'au bout de 3 ans sur un poste dans un certain nombre de grandes entreprises. C'est terminé. Les candidats, au bout d'1 an et demi, ils ont envie d'autre chose. Il faut que ça bouge, il faut que la mission évolue, il faut qu'on leur propose d'autres choses. C'est pas forcément une évolution hiérarchique, mais il faut qu'il y ait du changement. Il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau à leur proposer. Moi, je disais, le manager, le nouveau géo de l'entreprise, il est obligé de trouver des astuces pour continuer à garder la personne motivée dans son job et dans son rôle. Mais oui, la durée de vie moyenne sur un poste, c'est plutôt 1 an et demi que 3 ans. je crois qu'il y avait une question là-bas, il y en avait une autre aussi tout à l'heure. Oui, on va. Sur la les candidats disent qu'ils veulent du sens, mais en fait, ils veulent du catch. Donc, voilà. Ils veulent les deux historiquement en fait. Il y a quand même- En fait, ils veulent du catch et ils se cassent après. Quoi. Ouais, mais on va voir et après on prend. Il y a la question de Nicolas, il y a une autre question là-bas. Mais je rebondissais sur le côté manager juste avant la question, c'est intéressant, on n'en a pas parlé. Nous, ce que j'ai vu dans la tech, moi je vois le revers, toujours un effet de balancier en fait. C'est historiquement, il faut pas promouvoir, il faut pas plus payer les managers que les contributeurs individuels, donner des mauvaises incentives, des mauvaises raisons de passer manager, donc il faut les payer les mêmes à niveau de seniorité égale, etc. Dans la tech, c'était un gros mouvement. Bah là en fait, en partie avec ce que tu dis Iman, et nous moi je l'avais vécu en tant que RH et Criteo et je le vois dans le marché maintenant. En fait les managers maintenant, ils se disent ah ouais, non, mais si je dois être payé pareil, je me gère toutes les doléances des salariés, on m'explique que c'est moi le responsable, on quitte un job à cause de son manager, c'est à moi d'être responsable de la carrière, de faire des plans de carrière à 5, 10, 15 ans pour des gens qui se barrent au bout d'un an, si ça va pas, c'est ma faute, s'ils sont pas bien, c'est ma faute. Nous on voit un revirement de tendance, en fait je vais pas manager. Dans la tech, nous on l'avait vu chez Criteo, plus personne ne voulait manager, je peux même pas payer plus, moi je manage pas. Ou des gens qui passaient pour manager, ils disaient, je reviens faire mon code tranquille dans mon coin, je vais pas m'infliger ça, je vais pas payer plus. Et donc revirement de situation. Finalement, payer plus ses managers, parce que c'est un poste qui, maintenant, est super compliqué, parce qu'il y a beaucoup moins de droits et beaucoup plus de responsabilités, c'est un énorme revirement de balance pour moi. Sophie Cassap-Chulac. Oui, il a un mode d'emploi, il est très capricieux, vous essayez. Ok, donc voilà, Sophie Kassam-Chenay, donc directrice numérique au Parisien. Parmi ce que vous avez présenté, notamment sur le produit, on observe des choses encore plus trash, du style sur les product managers qui se font recruter. Chez nous, alors on en voit donc des bons product managers avec 4-5 ans d'ancienneté qui se font recruter à plus 30%, enfin carrément limite au salaire du CPO. Et notamment avec la création de toutes les boîtes sur le produit, en fait, qui arrivent et qui viennent les chercher justement dans les entreprises avec un peu d'expérience pour pouvoir leur proposer donc, des postes toujours de product manager ou de lead product manager, mais extrêmement bien payés, au-delà de la fourchette que vous avez présentée. Là, c'était, je crois, 55, nous on voit des 70, des trucs comme ça. Est-ce que vous observez aussi ça, cette tendance-là ? On l'a vu parce que, tu vois, c'est des boîtes qui avaient levé, c'est des boîtes qui avaient du cash, c'est des boîtes qui disaient si j'ai pas la ressource, moi ça me coûte plus cher parce que c'est des projets que je délivre pas, donc, et qui s'en fichaient du salaire. Donc tu tombais, tu étais en concurrence avec des gens pour qui l'argent n'était pas un problème, qui ne capitalisent pas sur le long terme, qui n'ont pas de grille interne à respecter, qui n'ont pas d'équipe au milieu dans lesquelles ils se disent mince, lui va être 40% plus cher que ses collègues. Et donc voilà. Mais ça devrait, tu vois, ça devrait se calmer. Ils vont pas baisser les salaires qu'ils ont dans ces boîtes-là. En revanche, ils vont arrêter de venir piquer chez vous parce qu'ils ont arrêté de recruter. Je peux rajouter un point sur le product avant que Nicolas parle, qui parle beaucoup en plus. Ce qui est intéressant sur le product, c'est que, bon, je n'ai pas les données en tête exactement ce que tu dis, on voit que c'est quand même plus haut que les développeurs, on voit que c'est plus sous tension, on voit que ça reste quand même à seniorité égale bien au-dessus. Pour voir les données exactes, il faut s'abonner à Figure. Mais plus réalistiquement. Très cher. Combien ça coûte ? Très cher, ça coûte entre 1 500 et 15 000 euros sur la taille de l'entreprise. C'est vrai ? Ouais, ce qui n'est pas beaucoup. Et ce qui est très rentable parce que ça vous permet de recruter au bon prix, de réduire les inégalités internes qui vont vous coûter cher. Et Nicolas le sait d'ailleurs, client historique. Mais là-dessus, sur le côté product, ce qu'on voit aussi, il y a eu un mécanisme de, historiquement, tous les CEO voulaient
ah moi je veux un product manager de la Bay Area, je veux quelqu'un qui a fait Californie, parce qu'en fait en France on ne connaît pas le product, donc je veux quelqu'un qui a fait 5 ans. Et en fait les CPO qui sont arrivés parachutés avec des paquets gigantesques en CPO, et en fait dès qu'on a ces ovnis qui arrivent, et dès qu'il y en a quelques-uns ça va, mais dès qu'il y en a beaucoup qui arrivent, et souvent le meilleur profil c'était le français, qui est parti, qui a fait 4-5 ans en Californie, mais il est français donc il connaît notre contexte. Il revenait Pont d'Or, on a venu le chercher à l'aéroport, on l'a amené dans la petite start-up. Et en fait, ça tire tous les salaires vers le haut. Et on a cet effet d'aller recruter des gens de la Californie. C'était le CPO typique, c'est un Français qui est parti, qui a fait 5 ans chez Meta, Twitter, Netflix, blablabla, qui revient. Et ça a tiré tous les métiers de product, tous les salaires du product vers le haut. 1, 2, 1, 2. Bonjour, Nicolas. Je suis Chief People dans une start-up qui s'appelle Batch. J'ai même pas le temps de finir mes phrases, je me fais déjà reprendre le volet. Je peux faire ma question. J'ai une question, tu parlais d'inflation tout à l'heure, Virgile, et je me demande dans quelle mesure c'est applicable aux startups, comme on le disait, les salaires sont très hauts. Oh, incroyable. Les salaires sont déjà très hauts, et je me demande dans quelle mesure avoir cet argument d'augmenter une grille qui est déjà très haut, c'est pas un argument inadapté à un secteur. Ouais, parce qu'il y a pas utiliser l'inflation comme argument d'augmentation des salaires dans un contexte de start-up où souvent d'ailleurs c'est des postes cadres qui sont souvent déjà payés à un niveau de vie confortable et souvent au-dessus du niveau de vie moyen, c'est justifiable. En vrai, pour la majorité des startups, ça l'est pas. Mais la majorité des startups, quand ils se retrouvent face à des employés qui disent nous, l'inflation augmente, je suis en perte de pouvoir d'achat, tu te rends compte, j'ai 2 ans d'expérience, je suis payé que 60 000 €, c'est vraiment des galères à Paris de sortir tous les soirs, pression des employés. Et en fait, à un moment donné, les entreprises sont adaptées en pression des employés. Et donc, ils se sont dit, si je dois retenir mes talents et je dois pouvoir les attirer, je dois le faire, ils le font. Plus que pour des arguments économiques. C'est un peu différent dans les startups qui emploient... il y a quand même de plus en plus de startups, nous, qu'on a vues, qui prenaient des mesures proportionnelles au salaire. Il y a des gens en dessous d'un certain salaire, on leur donne une prime de pouvoir d'achat Macron, on les augmente, mais au-dessus d'un certain salaire, à un moment donné, le pouvoir d'achat, c'est pas une vraie problématique, donc on ne les augmente pas. Donc je pense pas que ce soit personnellement méga légitime pour les plus hauts salaires, pour ceux qui sont plus bas, et il y en a en start-up, dans certaines start-up, ça me paraît assez légitime. Donc moi je suis assez en faveur des mesures progressives par rapport au niveau de vie et au salaire. Ouais, mais il y a Autre besoin de question. retenir les gens et retenir quelqu'un même s'il a un salaire élevé, parce que le remplacer c'est très compliqué et c'est très cher. Donc ouais, on augmente aussi les managers et les hauts salaires. On le voit. Pour des bonnes raisons, mais pas pour les raisons d'inflation. Bien sûr, bien sûr. Maëlys Saint-Bleu, je travaille chez Moitensi. Vous parlez énormément de salaire, donc pour attirer, je peux comprendre. Pour fidéliser, je ne suis pas sûre que c'est ce qui marche. Et est-ce que vous avez des données là-dessus en termes de benchmark? Parce qu'en fait, voilà, il faut effectivement... Alors nous, on n'est pas une entreprise du tout purement digitale ou tech. Il y a de l'équité interne, etc. Et c'est vrai qu'on a... sur des marques employeurs et en interne d'autres choses à proposer qui parlent beaucoup. Et du coup, c'est vrai que quand on a le discours en face aujourd'hui qui est très start-up, que j'ai connu dans une vie antérieure, donc je comprends bien, mais on a un peu l'impression d'une vénalité assez forte d'une génération, alors que finalement, on entend que c'est pas ce qu'ils recherchent, donc c'est assez surprenant. C'est pas ce qu'ils recherchent, ils ne recherchent pas que ça, mais le salaire reste quand même, on le voit, dans des proportions relativement importantes. On le voit dans les startups aujourd'hui, ils vont avoir de plus en plus de mal à se projeter sur la durée, ils vont comprendre qu'il y a un risque, ils vont comprendre que c'est fini, j'allais dire un truc, je vais dire quand même, la fête du slip, c'est terminé. On aurait pu dire open bar pour ouais, c'est fini. C'est pas mal. Et il va y avoir une notion de risque qui va revenir. On l'a vécu il y a quelques années à chaque changement de cycle. Donc le candidat va se dire ok, là le salaire est très fort, mais le niveau de risque est fort aussi. Je suis à quel moment dans ma vie, dans ma construction, etc. Donc là, peut-être que je vais faire un choix plus raisonnable. Je vais lâcher un peu à court terme, mais ça sera gagnant sur le long terme. Mais c'était pas la question pendant 2021 et 2022. C'était absolument pas la question, parce qu'on avait oublié qu'il y avait un risque dans ces surenchères et dans ces aventures. C'était la Startup Nation. On était parti sur une trajectoire qui n'allait pas s'arrêter et tout le monde allait prendre du cash partout, etc.
Ça bouge et la notion du risque va intervenir et vous avez vraiment toutes vos cartes à jouer sur le risque, sur la gestion des talents. Sincèrement, je ne suis pas sûre que la gestion des talents dans la start-up, dans les start-up qui croissent extrêmement rapidement, etc., et d'aussi bonne qualité que dans des plus grandes entreprises, mieux outillées, plus habituées à gérer des carrières, à gérer des trajectoires, à accompagner des talents, etc. Donc vous avez plein de choses à raconter, plein de choses à proposer, mais encore faut-il être capable de le formaliser, de l'écrire, de le raconter et de le démontrer. Parce que ce que font très bien les startups dans des Welcome to the Jungle ou autres, c'est de montrer ce qu'elles font, de montrer ce qu'elles proposent, de le mettre en valeur. Elles savent qu'elles ont besoin, donc elles le mettent en valeur. Ce qu'on a encore moins fait dans les grands groupes, de manière concrète, le storytelling, mais avec les vrais gens qui parlent. Quoi. Et j'ajouterais aussi les process. Moi, j'ai un jeune fils qui est product et qui a débarqué dans une banque. Il était dans une start-up avant et il a dit mais maman, au secours, dès le premier jour, ça va beaucoup trop lentement, les gens ils sont en cravate, ils boivent du vin à la cantine, je veux partir. Donc il y a aussi le mode de travail, la culture d'entreprise qu'il faut que vous réformiez si vous voulez attirer ces gens-là. Une ou deux dernières questions. Ouais, avant de prendre une prochaine question, je réponds en partie sur le point de vue start-up à Maïlis aussi. Il y en a une juste là avec les questions que j'en ai. Ce qui est intéressant, c'est que historiquement, il y a quelques années, les startups, c'était t'es mal payé, tu bosses, t'es payé aux 35 heures, mais tu bosses 70. T'as pas d'avantages, parce que les avantages, c'est ringard, c'est un truc de grand groupe. Ça a pas mal changé ces dernières années. Donc nous, on a une enquête gratuite sur figures.hr sur les avantages principalement du monde des startups, et on voit qu'il y en a de plus en plus qui font, au-delà de la semaine de compte jour, les congés limités, des trucs, et en fait, super attractif et pas mal en termes de rétention, parce que ils ont réalisé que pour la garde des talents, on pouvait plus faire ça. On pouvait plus dire non, mais t'es mal payé, si tu veux un truc, c'est quoi, des RTT, mais trop ringard, en grand groupe, ça marche plus. Donc en fait, ça a pas mal changé, les startups sont pas mal équipées là-dessus. Mais là, il y a le degré de risque qui change. Il y a aussi le côté intéressant sur les BSPCE, les stocks options en startup, qui sont un peu un miroir aux alouettes, que certaines startups le savent, parce que pour promettre des choses qui sont assez irréalisables, et surtout dans l'état actuel des choses, avec des valorisations qui se cassent la gueule, on n'a pas trop le temps d'en parler. Mais je suis complètement d'accord que les grands groupes ont une énorme carte à jouer. Là où elles vendent mal, c'est comment mettre en avant les avantages, comment mettre en avant les choses comme la participation et l'intéressement qui sont perçus comme ringards, alors qu'ils sont incroyablement et fiscalement intéressants. Mais c'est là où la bataille se joue. Il y a le côté risque. Attention, en effet, les gens, les talents réalisent que la start-up, c'est pas une fusée parfaite, c'est des fusées qui peuvent exploser en vol, avec moi à l'intérieur. Mais c'est aussi comment on met en avant notre marque employeur, des avantages comme participation et intéressement qui sont des moyens super intéressants, des avantages historiques qui sont pas ringards. Comment les déringardiser aux yeux d'une génération qui ne regarde que le cash is king, et à qui on fait miroiter du cash via des BSPCE qui sont la plupart du temps ne vaudront rien. Dernière question, elle était où? Bonjour, je suis Noéla, DRH chez Welcome to the Jungle. J'ai une question principalement pour toi Virginie, mais preneuse de votre avis. Sur l'inflation et les plus petits salaires, tu parlais tout à l'heure de la prime Macron. En fait, concrètement, comment tu recommandes d'adresser les augmentations au titre de l'inflation pour des plus petits salaires? Est-ce que tu recommandes de faire des augmentes si on peut le faire? Est-ce que la prime Macron, tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu as vu d'autres choses intéressantes? Ouais, moi je trouve que la prime Macron, il y a l'équivalent dans d'autres pays, c'est assez intéressant. Parce que je trouve que le meilleur... Alors déjà, c'est propre à chaque entreprise, à chaque conviction personnelle de qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a envie de l'accompagner, est-ce que l'inflation, en fait, pouvoir d'achat, c'est pas ma responsabilité, moi je vais m'aligner sur des données marché et payer les gens par rapport à une donnée marché, c'est propre à chaque entreprise. Moi, ce que je trouve le plus simple, c'est l'utilisation de la prime Macron, parce que fiscalement super intéressant, mais de manière dégressive par rapport au salaire. C'est-à-dire faire des paliers, les gens en dessous de tel salaire ont tel montant, ensuite tel montant, ensuite tel montant, et au-dessus d'un certain salaire, je suis désolé, vous avez un pouvoir d'achat qui est suffisant pour pouvoir absorber ça. Je trouve que c'est vachement intéressant. À une chose près, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est la communication de la prime, parce que la prime souvent, et pas mal de DRH là l'ont vécu, 3 mois plus tard, ah mais j'ai le même salaire, ou on m'a à peine augmenté, on a oublié la prime. Comment vendre la prime? Comment la vendre en la mettant en perspective avec? C'est comme si on vous donnait une augmentation de temps. Rappelez, dans 2 mois, vous vous souvenez, on vous a donné la prime. Rappelez régulièrement le fait que la prime a été donnée. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous avez donné la prime. Dans 3 mois, les gens vont dire, ah, vous avez vu l'inflation, pouvoir d'achat, c'est chaud. Pourquoi vous faites rien? Pourquoi je ne suis pas beaucoup augmenté? Donc moi, je trouve que c'est la meilleure méthode si on réussit la communication. Merci beaucoup. Si vous avez encore des questions, il y a encore du café après cette conférence. Merci pour votre attention, pour votre présence. Et moi, je vous donne rendez-vous le 23 mars prochain parce que j'ai une grande conférence sur les